Et ben sans plus tarder, Charles-Adrien, dit Cal, marqué sur son pull. Du coup, moi je voulais faire un peu voilà, le point sur, en 5 ans, qu'est-ce qui s'est passé dans la transition? Est-ce que finalement ce qu'on fait a un impact ou pas? Et du coup, comment était l'état de la France climatiquement il y a 5 ans? Alors, comment était l'état de la France climatiquement il y a 5 ans? La France émettait 550 millions de tonnes de CO2. Et vous vous en foutez. Donc, non, quelques éléments intéressants à comprendre. Donc, le mouvement, s'il a 5 ans aujourd'hui, c'est qu'il a été créé en 2014. Donc en 2014, qu'est-ce qui se passait? On ne peut pas forcément faire un état de la France à ce moment-là, mais plutôt, ce qui nous semble intéressant, c'est de la mobilisation des jeunes sur la question climatique à ce moment-là. Et donc moi, à l'époque, j'étais président d'une association qui s'appelle Avenir Climatique, qui existe toujours. Astrid était déléguée générale au REFED, qui existe toujours. On était, vers 2013, des organisations qui mobilisaient les jeunes sur la question climatique, mais en fait, il y en existait très peu. On a essayé de se recenser, et en fait, il y en avait 3. Il y avait Climate, qui fait toujours du plaidoyer au niveau des négociations internationales. Il y avait Avenir Climatique, qui sensibilisait, qui formait les jeunes aux enjeux énergie-climat, en abordant ça plutôt sous un angle scientifique. Et puis il y avait le REFED, qui faisait de la mise en réseau. Pourquoi est-ce que c'était si pauvre, finalement? Ce que l'on dit souvent dans les mouvements climat, environnementaux, c'est qu'il y a eu une mobilisation très très forte vers la fin des années 2000, 2007, Grenelle de l'environnement France, 2008, 2009, il y a Copenhague qui arrive, et puis il y a la crise qui passe par là, et puis il n'y a pas d'engagements qui sont pris à Copenhague aussi ambitieux que ce que pensaient les organisations. Et il y a une sorte de gueule de bois associative qui se crée juste après. Et en 2010-2011, en fait, vous avez quasiment tous les mouvements associatifs qui se désintéressent de cette question. Le climat n'est plus un enjeu. Dans les études de l'ADEME, la question climatique était redevenue la première préoccupation des Français, retombe dans une place insignifiante. Et en fait, tout le monde repart là où il était. Et quand on arrive, nous, avec notre mobilisation sur le climat, c'est un peu ça le constat. C'est qu'il y a finalement très très peu de jeunes qui s'intéressent à cette question. Et ceux qui s'intéressent à la question le sont plus sous un angle explicatif. Voilà ce que c'est le problème climatique, faisons un cours, ou alors allons faire du plaidoyer très loin dans les négociations internationales, mais on ne s'intéressait pas au concret des gens. Le deuxième élément pour moi qui est important à comprendre sur cette époque-là, c'est que c'était une époque de liberté totale. On n'avait pas encore eu d'attentat de 2015, on n'avait pas encore eu d'état d'urgence qui s'est instauré dans la loi, on n'avait pas encore eu de répression policière, etc. Donc en fait on était libre de tout imaginer. Et à ce moment-là, pour nous, ça nous semblait tout à fait possible de faire des grandes liesses de joie, de faire tout un tas de choses. En fait, on ne pensait pas avec ces barrières-là. Et c'est peut-être quelque chose qui a significativement changé, en tout cas pour moi, entre la situation en 2014 et la situation en 2019. C'est que là, aujourd'hui, on est dans un contexte politique qui est très différent. À la fois sur la question climatique, qui est beaucoup plus au centre des discours politiques, des engagements, des réflexions militantes. On le voit avec la base ici, il y a toute une effervescence autour de cette question. Et à la fois dans la question de la répression, et c'est-à-dire de la difficulté de plus en plus grandissante à imposer de manière joyeuse et festive ces idées-là. Je dis un dernier truc ? Vas-y. J'avais promis que ça allait être dur de faire court avec vous. Non, la dernière chose que je voulais dire, c'était pourquoi finalement est-ce que ces idées ont réfléchi et ce mouvement est né. C'est que ces organisations-là étaient beaucoup dans l'explication, dans le plaidoyer, ce qu'on disait, mais dans la tête de beaucoup de gens, à jamais le fait de « ouais, mais en fait, nous on veut passer à l'action, on veut faire comprendre et trouver des alternatives à ce que l'on dénonce ». Et pour ne pas empiéter sur ce que disent les autres, je vais laisser la parole. Ouais, alors moi j'avais quand même cette question. À l'époque, on parlait d'alternatives, mais ça veut dire quoi? C'était quoi ces alternatives? Il y avait quoi comme alternative? Est-ce qu'on pouvait trouver facilement des alternatives quand le War est né par rapport à aujourd'hui?
Quand le Warn est né, il y avait eu quand même un mouvement de présentation un petit peu d'alternatives qui était Alternativa. Le premier village date de 2013 et qui a eu lieu à Bayonne. Et moi, en tout cas, le regard que j'avais sur les alternatives était assez moindre, sauf en bouche à oreille, en discutant avec les proches. Et après, il y a eu quand même un événement notable qui est arrivé où il y a eu une envie de parler de ce passage à l'action. C'était l'arrivée notamment de la COP21 à Paris, qui a permis aussi un champ des possibles de présentation assez incroyable de ces alternatives. Et surtout d'ouverture du champ des possibles alternatives, parce qu'on parlait beaucoup, par exemple, d'alimentation. Mais il y avait aussi la question de la banque éthique et responsable, il y a aussi des questions d'emploi responsable, il y a aussi des questions de transport et de mobilité. Et en fait, tout ça a fini par converger, parce qu'on s'est quand même rendu compte assez vite qu'il y avait plein de portes d'entrée. Et c'est comme ça que le Warn a aussi réfléchi au début, c'était de se dire, en fait, les organisations qui existent, elles disent une porte d'entrée, mais en fait, il en existe plein, du coup, faisons en sorte que toutes ces portes d'entrée soient ouvertes et possibles et qu'on puisse drainer comme ça plein de gens, que ce passage à l'action existe et puis qu'il se diffuse de plus en plus. Vous diriez qu'à l'époque, il y avait autant d'alternatives qu'aujourd'hui, qu'en fait, il y avait juste un problème de visibilité, qu'on ne les activait pas et que la transition finalement se faisait pas parce qu'on ne connaissait pas le truc. Si tu veux répondre. Tu m'as dit que j'ai le droit de pas être politiquement correct. Il y a, les alternatives, en fait, très souvent, quand vous parlez d'alternatives, vous faites que donner des choses qui étaient des évidences il y a quelques décennies. Donc les alternatives, elles ont toujours existé. La question, c'était le changement d'échelle des alternatives. C'est-à-dire que dans tous les domaines, vous aviez des gens qui savaient faire autrement. Mais simplement, il y avait peut-être un manque de gens qui mettaient en lien les alternatives avec les gens qui veulent trouver les alternatives. C'est-à-dire que des gens qui savaient comment manger bio, en fait, comment avoir une agriculture paysanne existaient largement, mais des mouvements tels que les AMAP commençaient tout juste à se développer. Des gens qui savaient comment le crédit coopératif existe depuis plus de 20 ans, la NEF depuis un certain paquet d'années aussi. Des gens qui avaient une finance plus solidaire, ça existait, mais beaucoup de gens aujourd'hui, enfin en 2014, se disaient mais oui, mais moi, je suis obligé d'aller dans cette grande multinationale qui pique mon argent et qui fait des choses sales avec, parce que j'ai pas d'autres alternatives. Donc c'était plus ça. Il y avait peut-être un manque de mise en lumière de ces alternatives et surtout de volonté de changement d'échelle de ces alternatives. Il restait des mesures relativement discrètes, on va dire, dans le paysage. Et alors qu'est-ce qui s'est passé en 5 ans? Comment ça a évolué? Parce que j'ai l'impression quand même qu'aujourd'hui il y a une effervescence totale. Enfin, est-ce qu'il y a 5 ans on aurait pu être dans la base par exemple? Non. Merci. Bon, ça a évolué alors. Non, il y a 5 ans, on n'aurait pas pu être, on aurait a priori pas pu être à la base, mais par exemple, il y a 5 ans, est-ce que toutes les personnes qui sont là ce soir se seraient dites engagées pour les alternatives et pour la cause climatique? Vous avez le droit de répondre à cette question. En tout cas, moi, ce que je peux dire, c'est que je ne sais pas si il y a 5 ans, j'aurais été hyper contente de me dire « Ah, trop bien, il y a une base qui existe, c'est génial, mais je vais y aller ». C'est aussi un petit peu tout le changement d'échelle dont Cal a parlé, c'est qu'il y a eu différents événements et différents mouvements qui se sont créés, notamment le Warn, et on a bien vu les changements d'échelle. On a fait le premier Warn en mai 2014, on était... Comment? Mai 2015? On était 150 et on s'était dit, vas-y, on tente, on va voir. Et puis, non, en fait, le tout premier, on était surtout le Web Jack en octobre 2014 et on était 70 70-80. Et le mouvement Warn existait depuis mai 2014. Du coup, déjà, tu réfléchis à ça, tu te dis qu'il y a eu un passage entre 20 gus qui passent un week-end, 27 gus qui passent un week-end ensemble et qui créent un mouvement, et pouf, qui, plusieurs mois après l'été, sorti en vacances, il y a un webjack avec 70-80 personnes qui arrivent. Et hop, ça fonctionne bien, le format qu'on a fonctionne, a priori ça plaît. Faisons la suite. Et la suite, c'était en mai 2015, un WeWarn, où il y avait 150 personnes. Donc on continue ce changement d'échelle, et surtout on avait tenté une nouveauté qui était de tout faire tout seul et de faire de l'autogestion. Et ça aussi c'est la preuve que les alternatives, tu peux les gérer tout seul, tu peux, une fois que tu as les clés, tu peux être toi-même porteur d'alternatives.
Et après, l'étape, elle était quand même assez incroyable, c'est qu'on s'est retrouvés en novembre 2015, pendant 3 jours, à 5000. Pendant la COI 11, la conférence des jeunes. Et ça, c'était aussi un changement d'échelle assez formidable. Et l'idée qu'on avait fait de cet événement, avec toutes les autres orgas autour, c'était de dire, trouvons un espace, certes, on va parler climat, on va parler négociations politiques, etc. Mais on va surtout avoir aussi des clés d'entrée pour toutes les personnes qui juste se posent des questions en ce moment et cherchent à rencontrer du monde pour en discuter, ou cherchent à passer à l'action. Et ce changement d'échelle-là, il a existé pour plein de raisons, mais il a surtout existé parce que on a décidé de se mettre au travail et de créer ça. Et surtout, le changement d'échelle incroyable, c'est qu'après la COI, ça s'était pas arrêté. Parce qu'il y a eu un deuxième UAM, parce qu'il y a eu un troisième UAM, parce qu'il y a eu des nouveaux projets qui sont arrivés, etc. etc. Et donc, le WARN en tant que tel, il a vachement évolué, et la société de manière générale, elle a évolué sur ça, parce qu'on en parle plus. Oui, c'est ça. Du coup, il s'est passé quoi au niveau de la société? Comment est-ce qu'elle a évolué? Comment est-ce qu'on a pu changer cette échelle-là entre 2014 où les premiers Alternativa commençaient, c'était relativement petit, entre guillemets, et où là, maintenant, on arrive à faire des marches pour le climat qui sont complètement incroyables. Comment est-ce qu'il s'est passé quoi pour que ce changement d'échelle arrive, et en quoi nos mouvements sont responsables ou pas de ça? En quoi est-ce que nos mouvements sont responsables de ça? Quelque chose comme qui me semble intéressant. Le WARN, comme beaucoup d'autres choses qui sont nées à ce moment-là, en 2014, c'est le dernier grand rapport du GIEC qui sort. Et c'est un moment donné où, globalement, on comprend dans la société civile qu'il nous reste 5 à 10 ans pour agir si on veut limiter le changement climatique à quelque chose qui nous permet d'avoir des conditions de vie encore souhaitables sur Terre. Et quand on crée le WARN, on a cette envie de crier haut et fort ce message. Nous, les jeunes, on est prêts à ce changement. On a envie que ça bascule, on a envie que ça se passe maintenant. Alors, ça n'a pas forcément été entendu en 2014. Et puis, il y a eu le temps des alternatives où beaucoup de choses se sont créées. Le WARN, Alternativa, avec la volonté de se dire, il faut que les gens s'emparent des alternatives et ça va changer. Et en fait, aujourd'hui, il y a une nouvelle phase de réflexion qui se fait 5 ans après, qui est de se dire, mais changer soi-même, ça prendra infiniment trop de temps. Les alternatives, c'est nécessaire, il faut que tout le monde s'en empare, mais c'est pas suffisant. Parce que, en fait, en face de nous, on a une machine qui va beaucoup trop vite, beaucoup trop loin, et vraiment pas dans le bon sens. Et donc, ce que je trouve au niveau de la société civile, c'est qu'il y a de plus en plus cette volonté de porter ce message qui est, mais non, en fait, juste arrêter de faire tout ce qui va à l'encontre des alternatives, en tout cas d'un système qui soit résilient, qui soit compatible avec un changement, etc. Et l'un des marqueurs qui a déclenché tout ce qui se passe depuis quelques mois, c'est la démission de Nicolas Hulot. En fait, c'est le moment donné où quelqu'un chez qui la société civile... Alors juste, il faut que tout le monde sache que Yo est en train de faire une petite danse très sympathique. Voilà. Comme ça, je suis pas le seul à être déconcentré. Qu'est-ce que je disais du coup? Nicolas Hulot. Nicolas Hulot, il avait un peu globalement la confiance du mouvement écolo, si on peut dire, et par son intégration dans le mouvement En Marche et en étant ministre, il livrait cette image que la transition, elle peut se faire de l'intérieur. On peut faire bifurquer la société de manière tranquille de l'intérieur. Et en démissionnant, il dit en fait non, j'ai tout fait, c'est pas possible. Donc maintenant, il faut faire autrement. Et là, les citoyens se sont réveillés en disant nous, on est d'accord avec ça, et on va le montrer, et on va marcher, et on va marcher de plus en plus nombreux, et on va faire autre chose. Et peut-être que demain, ce sera pas une marche, mais ce sera des grandes actions de désobéissance civile qui auront lieu. Et l'idée, c'est d'instaurer un rapport de force qui soit de plus en plus fort et de montrer qu'il y a de plus en plus de citoyens qui, pour le coup, sont vraiment prêts. Donc ça rejoint totalement le message qui est porté fièrement sur les t-shirts du WARN. C'est que la société civile, aujourd'hui, elle est vraiment prête à changer et elle ne veut plus que ses dirigeants, qu'ils soient économiques, qu'ils soient politiques, enfoncent encore plus le couteau dans la plaie, ou en tout cas enfoncent encore plus la société dans le mur, mais bifurquent pour de vrai. Et le message, quand Aurélien présentait le WARN et qu'il a montré ce petit sigle, en fait ce sigle il est encore plus d'actualité aujourd'hui, je trouve, parce que c'est vraiment ce que l'on veut faire. Maintenant, vous entendez de plus en plus des discours qui ne sont plus des discours d'alternative, mais vraiment de bifurcation, de changement de modèle, de changement de société, etc. et qui sont de plus en plus forts. Voilà, où est-ce que je pense qu'on en est aujourd'hui.
C'est pas grave. Et toi, Astrid, qui est là depuis très longtemps aussi, tu t'en penses quoi justement tu penses que c'est monstrueux? Est-ce que tu penses que là, il y a quelque chose qui est en train de se passer et que c'est pas juste un truc de bobo parisien voilà, enfin, c'est un peu la remarque qu'on s'est fait depuis le début aussi, quoi, tu vois. En fait, moi, le regard que j'ai en 5 ans, c'est aussi qu'il y a 5 ans, on parlait énormément de développement durable, beaucoup, et qu'on ne parlait pas beaucoup de climat. Ou alors, quand on parlait de climat, et moi, c'était un petit peu ce que je disais au tout début du War, je disais, non, mais le climat, c'est ce truc scientifique que les gens ne comprennent pas, et du coup, il y avait effectivement ces structures qui arrivaient et qui essayaient d'expliquer. Et sauf qu'aujourd'hui, quand on parle de climat, je trouve qu'on arrive à parler de toutes les choses transverses qui rentrent dans cette notion climatique. Et on en est même à un pas où on essaye de montrer clairement le lien entre justice climatique et justice sociale. Et ça, c'est la preuve qu'il y a un nouveau point d'étape qui va arriver. Et donc du coup, déjà, on parle beaucoup plus de sujets ou de thématiques qui sont liées à la décroissance, qui sont liées à l'effondrement récemment, etc. Et donc ça me fait dire que non, ce n'est pas un truc de néo-bobo parisien. Déjà parce que les néo-bobos quittent Paris pour la campagne. Les néo-bobos ne sont plus parisiens. Non, et surtout il y a 5 ans, il y avait une centaine d'associations étudiantes au REFET qui portaient des questions de développement durable et qui faisaient des AMAP et qui faisaient beaucoup de conférences et pas tant que ça d'action. Et aujourd'hui, on voit que ça change parce que là, par exemple, au début du mois d'avril, c'était la semaine étudiante du développement durable et il y avait plus de 600 événements en France. Quand il y a 5 ans, il y en avait, même pas, il y a 3 ans, il y avait 20. Et c'est là où on voit qu'il y a un changement et que c'est pas un truc que de parisien bobo. Il y a peut-être une notion de citadin qui est très présente parce que je pense qu'il y a une capacité et un biais, surtout un biais de réflexion sur ces sujets-là qui est dans les villes parce que t'étudies, parce que t'es etc. Mais qui prend de plus en plus en dehors de ces milieux-là et surtout ces milieux-là le portent déjà sans se faire raconter. Donc c'est là où il faut mettre en lien tout ça et continuer le chemin. Ok. Donc pour résumer, depuis 2014, on est plutôt bien parti, on a sauvé le climat. C'est pas fini, ça ne fait que commencer. Tu veux que je te réponde vraiment? Depuis 2014, il y avait 5 à 10 ans pour agir, on a déjà fait 5 et on n'a rien changé. Et bonne soirée. Voilà. Merci.